Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, madame. Je vais vous donner une chose. Est-ce que c'est lisible? Oui, Oui, d'accord. Donc, je vais vous donner une explication très simple. Vous la prenez comme ça. Sauf la présence des dispositions topographiques en cuvette et en couloir, ou bien la présence d'une vallée, est généralement défavorable à la dispersion des polluants. Vous prenez ça et tout seulement. Est-ce que c'est clair comme ça? Parce que si je rentre dans les détails, oui. ah, c'est clair? Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, cette phrase? C'est quoi? J'ai dit les dispositions topographiques en cuvette et en couloir ou bien la présence d'une vallée est généralement défavorable à la dispersion des polluants. Parce que lorsqu'une unité industrielle est située dans une cuvette où il y a une présence d'une vallée, les polluants ont tendance à s'accumuler dans le fond. Dans le fond, ils ne peuvent plus être dispersés comme ils le font dans les conditions normales. C'est clair maintenant? Oui, Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Maintenant, la température, maintenant les facteurs climatiques. Non, c'est pas ça. Les facteurs climatiques. Bon, il faut être avec moi. Ici aussi, il faut. Voilà. La température, maintenant, les facteurs climatiques. La température à un point donné décroît avec l'altitude. La différence qui en résulte entre les couches basses et hautes de l'atmosphère est l'origine de la force ascensionnelle des masses d'air. Elle est d'autant plus importante que la température du sol est élevée. Elle favorise la dispersion des polluants, mais d'autres facteurs peuvent interférer comme le vent. Ici, donc il faut être avec moi. La température, elle décroît dans les conditions normales. La température décroît avec l'altitude. Donc, l'air chaud contenant les polluants au niveau du sol se disperse verticalement. Donc, on n'a pas de problème dans les conditions normales. Donc, la température du sol, elle est élevée. Il y a une force ascensionnelle qui aide à la dispersion des polluants. Et donc, les polluants se dispersent verticalement dans le cas normal. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a une dispersion des polluants parce que la température au voisinage du sol, elle est élevée. Donc, il y a une dispersion de polluants. C'est clair? Oui, madame. Donc, mais ici, il faut être avec moi. Il arrive que la température de l'air, en fonction de l'altitude, ne suivent pas la règle générale. Il arrive que la température de l'air en fonction de l'altitude ne suive pas la règle générale. Dans certaines conditions, une couche d'air existe dont la température est supérieure à celle des masses d'air inférieures qui restent bloquées au-dessous. C'est la couche d'inversion de température. Mais il arrive que la température, au lieu qu'elle décroît, elle augmente avec l'altitude. Donc, la température à quelques centaines de mètres d'altitude est supérieure à celle mesurée au niveau du sol. Pourquoi? Donc, il y a une couche, il y a, dans cette situation, il y a une couche d'air chaud se forme au-dessus de couches d'air froid. Elle agit comme un couvercle, emprisonne tous les polluants et les particules et les maintient à faible altitude près du sol. Puis ces polluants, ils s'accumulent au fur et à mesure. Je vais répéter l'explication. Donc, il arrive que la température à quelques centaines de mètres, elle est supérieure à celle mesurée au niveau du sol.
Donc, ici, c'est une couche d'inversion de température. Donc, le cas, il s'inverse. Donc, comment? Donc, on a dit il y a une couche d'air chaud. Une couche d'air chaud se forme au-dessus d'une couche d'air froid, agissant comme un couvercle. Agissant comme un couvercle, emprisonne tous les polluants. Il les maintient au voisinage du sol, c'est-à-dire que les polluants ne peuvent plus être dispersés. La division des polluants rend presque impossible. Pourquoi? Est-ce que c'est clair ici? Madame, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas acceptés dans cette réunion. Est-ce que vous pouvez les accepter? J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Madame, il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer à la réunion. Qui n'arrivent pas à être avec nous ou là, qui ne comprennent pas? Non, il faut que vous les acceptez. Je vais les accepter. Normalement, j'ai mis admettre tout le monde, j'ai accepté tout le monde. Il n'y a pas Il faut les accepter au fur et à mesure, oui, madame. Il n'y a pas la bande bleue. Pas plus de mots, vous êtes en train. J'ai pas le. J'ai pas. Attendez, hein. La salle va. Donc, à chaque fois, là, il dit pouvoir. À chaque fois, il dit rien, mais je peux le dire, même que là, je Et maintenant, c'est bon. Ça y est? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Je continue ou bien je Oui. répète? Je continue ou bien je répète l'explication? Répétez, s'il vous plaît. D'accord. On a dit que dans les conditions normales, la température du sol, elle est élevée. Donc, dans les conditions normales, la température, elle décroît avec l'altitude. Donc, la température mesurée au niveau du sol normalement, elle est élevée. Donc, il y a une force ascensionnelle qui aide à la dispersion des polluants. On n'a pas de problème ici. Mais il arrive que la couche il arrive que la température à quelques centaines de mètres d'altitude ne suit pas la règle générale. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une couche d'air chaud au-dessus de couches d'air froid. Au-dessus de couches d'air froid. Cette couche, elle agit comme un couvercle, emprisonne tous les polluants et les particules et les maintient à faible altitude. C'est quoi ça? C'est la couche d'inversion de température. Donc, et les polluants restent Donc, les polluants restent emprisonnés dans une couche d'inversion thermique et la dilution ou la diffusion de ces polluants presque elle est impossible, sauf s'il y a la vitesse du vent, s'il y a les précipitations, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui aident à la dispersion de polluants. On est maintenant à l'explication de l'inversion de température. C'est clair? C'est clair? Oui, madame. Donc, ça y est, c'est la couche d'inversion température. Donc, on va voir quels sont les facteurs qui favorisent l'inversion de température. Quels sont les facteurs qui favorisent l'inversion de température? Bon. Donc, ce phénomène se produit
Ce phénomène se produit quand le réchauffement normal du sol est freiné. Évaporation au-dessus d'un plan d'eau, évaporation au-dessus d'un plan d'eau, normalement la virgule après, nuage bas, brouillard, virgule normalement, écoulement de filets d'air froid le long d'un versant. La figure 1, elle n'existe pas normalement ici, mais je vais expliquer. Donc, les facteurs qui favorisent l'inversion de température, quand on a l'évaporation au-dessus d'un plan d'eau, c'est-à-dire s'il y a l'humidité est élevée. Donc, l'humidité est très élevée, donc elle empêche la diffusion des polluants. Les nuages bas aussi empêchent la diffusion de polluants. Le brouillard, c'est aussi ce genre de pollution. Il est chargé de toutes les particules, de toutes les substances toxiques. Donc, il empêche la diffusion des polluants. Donc, il favorise l'inversion de température. On a aussi écoulement de filets d'air froid le long d'un versant. C'est quoi écoulement de filets d'air froid le long d'un versant? Par exemple, on a la ville d'Annaba, on a des unités industrielles ou unités industrielles. Donc, on a un air froid qui vient des parties les plus hautes de la région, de la ville. On prend par exemple, à titre d'exemple, la région de Seradi. De bon matin, il y a un air froid qui va freiner la température du sol. Donc, quand la température du sol est freinée, donc il n'y a pas une force qui aide à la dispersion des polluants. Parce qu'on a dit que les polluants se dispersent verticalement quand la température du sol est élevée. Donc, l'écoulement de filets d'air froid, c'est un facteur qui favorise la stagnation de polluants et favorise l'inversion de température. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Ah, d'accord. Normalement, la couche d'inversion thermique disparaît du fait des turbulences de l'air. Les turbulences de l'air, donc, elle est proportionnelle à la vitesse du vent. Donc, c'est un phénomène d'autopurification. La turbulence de l'air, c'est un phénomène d'autopurification. Mais différentes conditions, souvent liées à la topographie, peuvent l'entretenir éventuellement pendant plusieurs jours. Les conditions topographiques, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a une unité industrielle située dans un bas-fond. C'est pour ça qu'ils vont entretenir des polluants pendant plusieurs jours. Donc, il existe des sources de pollution dans la zone touchée par le phénomène d'inversion de température. Les polluants ne pourront être dispersés et s'accumulant au-dessus de la source d'émission. La figure 2, c'est une unité industrielle située dans un bas-fond, dans une cuvette. Donc, c'est les 4 facteurs qui favorisent l'inversion de température. C'est l'évaporation au-dessus d'un plan d'eau, les nuages bas, le brouillard et le coulement de filets d'air froid le long d'un versant. Dans la région d'Annaba, les phénomènes d'inversion de température sont fréquents, en particulier dans les zones urbaines et industrielles. Maintenant, la vitesse du vent. Donc, ce que vous prenez dans la vitesse du vent, donc, c'est un facteur, facteur d'autopurification si le vent la vitesse du vent est grande. Donc, le vent est l'un des paramètres météorologiques les plus importants pour le transport et la dispersion des polluants. Donc, le vent est l'un des paramètres météorologiques les plus importants pour le transport et la dispersion des polluants. Donc, le vent est un facteur d'autopurification, sauf s'il y a un vent calme. Un vent calme, il empêche la division des polluants. Donc, je vais lire. La vitesse du vent influe sur le temps du parcours du polluant du point d'émission jusqu'à sa disparition.
Elle influe aussi sur la vitesse de dilution. Lorsqu'il y a absence de vent, phénomène fréquent dans les vallées et les dépressions, comme on a déjà tout à l'heure expliqué, quand il y a une vallée, donc il y a une accumulation des polluants, sauf si la vitesse du vent elle est grande. Quand il y a un vent faible, donc la diffusion elle est défavorisée. Donc, phénomène fréquent dans les vallées et les dépressions, le déplacement des polluants a lieu seulement sur la verticale, ascension et retombée, parce que c'est une absence de vent. Donc, il n'y a pas vraiment une dispersion des polluants très grande. Lorsque la vitesse du vent est réduite, en temps calme, la dilution est faible. Donc, la dilution est faible. Il y a persistance des polluants à proximité de la source des polluants parce que le vent est faible. Quand les périodes de calme durent plusieurs jours, l'accumulation et la concentration des polluants sont très importantes. Lorsque la vitesse du vent est grande, la dilution est appréciable. Lorsque la vitesse du vent est grande, donc, c'est un phénomène d'autopurification. Mais les phénomènes de la turbulence peuvent alors abattre les polluants au sol. C'est pour ça qu'on a dit que la turbulence de l'an, ce sont des mers. On est à la vitesse du vent, je ne vais pas aller. Donc là, dans la région d'Annaba, les grands vents sont rares et la dilution des polluants sera lente. Ça, c'est pour le vent. Le vent, lorsque la vitesse du vent est grande, donc c'est un phénomène d'autopurification. Lorsque le vent est faible, ou bien le vent est faible, donc c'est un phénomène de stagnation de polluants. C'est clair? C'est clair? Oui. Oui. La turbulence de l'air. Donc, on a dit que c'est un facteur d'autopurification. Les masses d'air mélangées et agitées, généralement, ils forment des tourbillons, créant le phénomène de turbulence. On a dit tout à l'heure que la turbulence de l'air, c'est un facteur d'autopurification de l'air et il est proportionnel à la vitesse du vent. Parce que généralement, la turbulence de l'air désigne des mouvements aléatoires de l'air et associé à toute variation de la direction et la vitesse du vent. Les précipitations. Les précipitations nettoient l'air généralement, entraînant une partie de poussière et de polluants qu'elles contiennent vers le sol. Donc, il faut noter que les impuretés de l'air vont être lavées, absorbées et entraînées vers le sol par les différentes formes de précipitations atmosphériques. Les précipitations durables, quand les précipitations durent plusieurs jours, peuvent purifier l'air. Les gaz vont être en général dilués par les pluies et les impuretés solides par la neige. Donc, c'est clair, normalement. Le niveau de précipitation augmente. Les différentes formes de les gaz vont être en général, c'est bon. Le niveau de précipitation augmente dans les zones industrielles où le niveau de la pollution tend à croître. Globalement, la pluie joue un rôle purificateur. En tombant, elle entraîne les polluants en suspension dans l'air. Donc, la pluie, elle joue un rôle purificateur, elle purifie l'air. En conséquence, les premières pluies, surtout qui nettoient l'air, sont fortement chargées de polluants parce que les premières pluies, généralement, sont salissantes, chargées en polluants qu'elles abandonnent sur le sol et les végétaux en les contaminant. Les premières pluies, elles sont chargées de polluants, contaminent le sol et les végétaux. Ce phénomène est souvent absorbé à Annaba, où les premières pluies, surtout automne, sont salitantes, mettant en évidence une pollution globale ou particulière très importante. Si la pluie se poursuit, le lessivage des produits nocifs s'effectue au fur et à mesure des émissions, non seulement dans l'air, mais également sur les végétaux
sur les végétaux, comme les feuilles, les écorces, etc. Donc, globalement, les précipitations, c'est un facteur d'autopurification de l'air. Elle entraîne le polluant sur le sol, nettoie l'air généralement, entraînant une partie de poussière et polluant qu'elle contient vers le sol. On a les particules les plus grandes sont plus facilement nettoyées. Et si la pluie dure plusieurs jours, elle nettoie l'air ou l'atmosphère au fur et à mesure. C'est clair? Je passe? Oui, madame. L'humidité maintenant. L'humidité. Oui, mais ce phénomène d'autopurification peut être défavorisé par la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère qui empêche la diffusion des impuretés et favorise leur concentration. Donc, l'humidité, c'est un phénomène de stagnation de polluants, donc parce qu'elle emprisonne les polluants. C'est un facteur de pollution atmosphérique, ainsi que c'est un facteur qui favorise l'inversion de température. Donc, elle empêche la diffusion des polluants. Donc, qu'est-ce que je vais dire aussi en concernant l'humidité? Donc, l'humidité non seulement de l'air, mais aussi du sol, influence les concentrations des polluants et elle joue un rôle dans la formation de certains polluants plus toxiques. Donc, elle peut donner, parce que l'humidité, par réaction, quand il y a par exemple des polluants qui ont progénié sous une couche d'inversion thermique, l'humidité, il y a réaction de ces produits ils vont réagir entre eux pour donner d'autres substances plus toxiques. Et surtout, généralement, ils vont réagir avec l'humidité aussi. Comme le SO3, voilà, le SO3 qui réagit avec l'H2O et nous donne le H2SO4, normalement. Est-ce que c'est clair? Non. L'humidité. Donc, l'humidité, c'est un facteur de stagnation de polluants parce qu'elle emprisonne tous les polluants. L'humidité favorise la stagnation des polluants et les polluants ne peuvent plus être dispersés loin de la source d'émission parce qu'ils sont défavorisés par l'humidité. Donc, l'humidité, c'est un facteur de stagnation de polluants. C'est clair maintenant? Oui, madame. Oui, oui. Non? C'est bon. Je n'ai pas entendu. C'est bon, c'est clair. C'est bon, c'est clair. Donc, les nuages. Donc, si les nuages forment une masse stagnante à une altitude peu élevée, ils vont rendre difficile la dilution des impuretés et par conséquent favorisent la pollution. À faible altitude, les nuages empêchent le phénomène d'autopurification. Par contre, les nuages en mouvement entraînent les impuretés en favorisant ainsi l'autopurification. Donc, les nuages bas, on a les nuages. Les nuages bas, c'est un facteur de stagnation de polluants. Il empêche la diffusion de polluants. Mais les nuages en mouvement favorisent la diffusion des polluants. Et donc, les nuages en mouvement, c'est un facteur d'autopurification. C'est clair? Je passe? Oui, madame. Le brouillard. Le brouillard lui-même, c'est un facteur, on a dit, facteur qui favorise l'inversion de température. Le brouillard lui-même, c'est une sorte de pollution. Généralement, le brouillard, il est chargé de toutes les substances toxiques, de toutes les particules. Donc, ici, la pollution atmosphérique peut être à l'origine de brouillard et se produit surtout quand une unité industrielle
quelconque qui est situé dans une vallée. On a parlé déjà tout à l'heure quand il y a une disposition topographique comme une vallée, et on a dit que les polluants, ils vont s'accumuler au fond de la vallée. Ils se concentrent au fur et à mesure. Donc, dans une vallée, et que ces émissions se trouvent sous une couche d'inversion de température. C'est le cas du complexe asmidal qui est situé au bord de la mer et où ces émissions favorisent la création de ce brouillard, notamment par le vent calme. Donc, on a donné l'exemple d'Asmidal. Donc, il est situé dans une unité industrielle située dans une vallée. Donc, il est situé au bord de la mer aussi. Donc, l'humidité relative est très élevée. Il est situé dans une vallée. Les deux facteurs qui favorisent la stagnation de polluants. Donc, qu'est-ce qu'il va, il va y avoir une création de brouillard chargé de tous les polluants qui émis par cette unité industrielle. Donc, ceci est favorisé par le relief. Le relief qui est une vallée. Le relief de la zone qui est une sorte de baie très légère. Donc, c'est dans un bassin pendant la persistance de l'inversion pendant la persistance de l'inversion thermique, normalement, la vapeur d'eau atmosphérique par phénomène de condensation contribue à la formation d'un brouillard. Parce que l'humidité relative, si elle dépasse 70, il a constaté que le brouillard peut apparaître quand l'humidité relative de l'air dépasse 70%. Chargé de tous les polluants emprisonnés. Et le brouillard contribue au maintien du phénomène d'inversion thermique. Donc, le brouillard lui-même, c'est une pollution atmosphérique. Il favorise la stagnation de polluants. Il empêche la division des polluants. Donc, ce que vous prenez, donc, le brouillard, c'est un facteur de stagnation de polluants parce que généralement, il est chargé de particules solides ou liquides. C'est clair? C'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Maintenant, nature et origine des principaux polluants. Maintenant, on va vous donner le polluant et la source seulement. Il n'y a pas vraiment de grandes choses. La nature de la pollution atmosphérique est directement liée au type d'émission des rejets dans l'atmosphère. Les principales sources de la pollution atmosphérique, on a la combustion de la houille, le charbon, qui émet d'importants gaz toxiques tels que le dioxyde de soufre, l'oxyde nitreux et le dioxyde d'azote. Bon, on va donner des exemples normalement. L'industrie représentée par la sidérurgie, les centrales thermiques, les fabriques des engrais phosphorés, les papeteries, qui rejettent en plus de dioxyde de soufre, des oxydes d'azote, des métaux lourds, etc. On a aussi les cimenteries et les briqueteries sont responsables de l'émission de poussière alcaline. On a le trafic automobile qui libère d'énormes quantités d'oxyde de carbone, d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures, ainsi que des poussières arrachées bien sûr de l'asphalte ou bien il est lié aux pneus. Ça, normalement, c'est la nature, c'est l'origine de polluants seulement. Normalement, c'est clair. On a les cimenteries, les briqueteries sont responsables de l'émission de poussière. Le trafic automobile, il est responsable de rejeter de l'oxyde d'azote, des hydrocarbures, etc. L'industrie radionucléaire civile et militaire en a l'utilisation des radioéléments retombées résultant des explosions atomiques, évacuation normale ou accidentelle des réacteurs nucléaires et des usines de traitement de déchets radioactifs. Donc ça, normalement, c'est le polluant et sa source. Cette énumération est la source du polluant plutôt. Cette énumération n'est pas exhaustive, il est parfois difficile de séparer et d'individualiser l'origine des polluants. Jusqu'ici,
De plus, les émissions dues aux zones industrielles et celles dues à l'urbanisation et à la circulation interfèrent très souvent, ce qui conduit à la notion de pollution globale. Donc, c'est l'origine des polluants. Il n'y a rien ici, normalement. Maintenant, les propriétés physico-chimiques des polluants. On distingue deux groupes de polluants. On a les polluants constitués par des particules solides ou liquides et les polluants gazeux, les particules et aérosols. On distingue, c'est quoi aérosol? Aérosol, c'est une particule solide ou liquide en suspension dans l'air. C'est une particule solide ou liquide en suspension dans l'air. Donc, on distingue plusieurs catégories de polluants. On a les grosses particules sédimentables, les particules semi-fines et les particules inframicroscopiques. Les grosses particules sédimentables, elles mesurent en moyenne 20 microns. Se localisent dans les basses couches de la troposphère. La troposphère, c'est la région la plus voisine du sol. Ils retombent rapidement sur le sol parce que ce sont des grosses particules. Et de ce fait, leur action ne se fait sentir qu'à courte distance du lieu d'émission. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent des cendres, des déchets divers et des poussières grossières et se caractérisent par un court séjour dans l'atmosphère. Parce que généralement, ce sont des grosses particules. Les grosses particules. Maintenant, les particules semi-fines. Elles ont une taille comprise entre 0,1 et 2,5 microns. Les particules de taille supérieure à 0,1 restent très longtemps en suspension dans l'air. Et elles sont ramenées au sol par des précipitations. Au sol par les précipitations. Elles ont une taille comprise entre 0,1 et 2,5 microns. Les particules de taille supérieure à 0,1 restent très longtemps en suspension dans l'air et elles sont ramenées au sol par les précipitations. Maintenant, les particules inframicroscopiques. Donc, elles constituent le plus petit élément des aérosols atmosphériques. Leur taille peut descendre jusqu'au-dessous de 10 angstroms. 10 angstroms, c'est-à-dire c'est 10 puissance moins 10. Leur diamètre moyen de 300 angstroms, elles sont de composition inconnue et elles se rencontrent dans toute l'atmosphère. Elles sont de composition inconnue et elles se rencontrent dans toute l'atmosphère. Bon. Parmi la majorité des aérosols qui ont un diamètre compris entre 0,1 et 20 microns, on peut citer les embruns marins. C'est quoi les embruns marins? C'est une pluie fine, soulevée par le vent au-dessus des vagues. Elle est chargée de polluants comme les hydrocarbures. Donc, les embruns marins d'origine naturelle peuvent contenir de quantités importantes de polluants comme les hydrocarbures et les détergents. Les polluants gazeux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Les polluants gazeux. Oui, madame. Provient généralement des usines de coke, des raffineries, de pétrole, tels que le sulfure d'hydrogène, l'H2S, les usines d'aluminium et les engrais phosphatés, ainsi que toute installation de matériaux siliceux, comme l'acide fluorhydrique, chlorhydrique, etc. Le chlore et l'acide chlorhydrique sont dus à la combustion des emballages industriels, comme la décomposition thermique des matières plastiques.
et les principaux foyers d'émissions, comme les incinérateurs urbains. Ce sont des appareils servant à incinérer et brûler les déchets. Donc, elle rejette comme le chlore, l'acide chlorhydrique, etc. Bon, non. Les aldéhydes proviennent de la circulation automobile, oxydation complète du carburant et des huiles de graissage des moteurs. On a l'oxyde de carbone après le gaz carbonique et le deuxième agent de la pollution deuxième agent de pollution dans les agglomérations urbaines. Ici, je passe parce que normalement, c'est rien. On passe au smog. Maintenant, au smog, c'est là où on va expliquer. Le mot smog est d'origine anglaise. Concentration smoke and fog. Smoke, c'est fumée. Fog, c'est brouillard. Fumée et brouillard. On distingue deux couches de smog. Le smog acide que l'on rencontre surtout dans les pays humides comme le Grande-Bretagne, nord de la France. Le smog oxydant caractéristique des zones à peuplement élevé ou fortement industrialisé situées dans des... Le smog oxydant caractéristique des zones à peuplement élevé ou fortement industrialisé situées dans des régions ensoleillées comme Los Angeles. Je vais expliquer le smog. Il faut être avec moi. Bon, lorsque l'inversion de température se manifeste, on a expliqué comment l'inversion de température. Quand l'inversion de température se manifeste plusieurs jours, par exemple, les fumées et gaz polluants produits par les combustions ou bien par la circulation automobile, par les industries, etc., ne peuvent plus s'élever dans l'air et se diluer comme ils font dans les conditions normales. Donc, ils ne peuvent plus être s'élevés comme ils font et dilués comme ils font dans les conditions normales. Donc, en effet, les gaz chauds sont bloqués dans leur mouvement ascensionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a la couche d'inversion thermique. C'est pour ça qu'ils sont bloqués dans leur mouvement ascensionnel par la couche d'inversion thermique. Ils stagnent au voisinage du sol. Donc, par ailleurs, la température de l'air peut être assez basse pendant l'inversion de température pour que l'humidité se condense sous forme de brouillard. Le brouillard, il est chargé de tous les polluants, de toutes les substances toxiques. Ça, le brouillard qu'on appelle le smog, comme vous voyez dans ces deux photos. Quand on l'appelle le smog, c'est un brouillard épais, parce que c'est un brouillard chargé de tous les polluants. Donc, le smog ainsi formé représente le plus redoutable type de pollution atmosphérique. Donc, ils permettent la concentration maximale de polluants. Ils permettent la concentration maximale de substances toxiques dans l'air. Pourquoi? Parce que la dilution est rendue impossible par l'inversion de température. Je pense que c'est clair. C'est clair? Maintenant, on a le smog de Los Angeles. Voilà. On a dit, on a le smog acide et le smog oxydant. Le smog acide, on le rencontre